Qui a déjà entendu qu'elle ou il avait du potentiel? Que ce soit par vos parents, vos professeurs. Alors, je suis complètement éblouie, je vois rien. J'espère qu'il y a des mains qui se lèvent. Okay. Et qui a déjà entendu, ou peut-être s'est déjà dit, qu'il ou elle ne devait pas gâcher ce potentiel? Il est étrange quelque part, ce mélange de fierté et de pression, de peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de gaspiller son talent. Cette peur nous pousse souvent à faire des choix dans lesquels on ne s'engage pas vraiment, pour surtout ne pas se fermer de porte. En tout cas, ce fut mon cas. Bonne élève au lycée, on m'encourage à faire prépa, pour ne pas me fermer de porte. Après la prépa, je choisis l'école la mieux classée, pour ne pas me fermer de porte. Après 2 ans d'école, je dois faire un stage. Je ne sais pas trop quoi prendre, alors je fais du conseil pour ne pas me fermer de porte. Bref, jusqu'à ma remise de diplôme, on peut dire que tout allait comme sur des roulettes, ou plutôt comme sur des rails. Et je m'apprêtais à dérailler sacrément. Pourquoi cette sortie de route? Pourquoi pas une carrière classique? Parce que je pense que les carrières qui nous sont habituellement présentées en école ne sont pas nécessairement celles qui répondent le plus à notre besoin de sens. Mais revenons au rail, revenons au conseil. Peut-être que certains parmi vous ont déjà envisagé un passage, voire une carrière dans le conseil. Il y a de très bonnes raisons à cela. Le métier de consultant est intellectuellement stimulant. Chaque mission est un nouveau défi, un nouveau problème à résoudre, une entreprise ou un secteur à découvrir. Il est reconnu socialement. On ne vous demandera jamais pourquoi vous êtes devenu consultant, comme si ça coulait de source. Et même si vos interlocuteurs auraient des difficultés à définir ce que vous faites exactement, ils le respectent. Enfin, il est pécuniairement intéressant. Ma gratification mensuelle de stagiaire avoisinait les 1 750 €, alors que je ne faisais pas partie des plus grands cabinets. Autant de raisons, entre autres, qui peuvent expliquer l'attractivité de ce métier et qui me faisaient négliger que, bien loin de changer le monde, j'ai aidé de grandes entreprises à devenir encore plus grosses, à gagner encore plus d'argent. Ces carrières ressemblent pour moi à un engrenage, un jeu, auquel on jouerait bien plus longtemps qu'on ne le voudrait. Parce qu'on passe un niveau chaque année. Et cette perspective d'évolution nous pousse à rester pour décrocher tel bonus, atteindre tel niveau. Et maintenu dans cette évolution, nous n'avons pas toujours le temps ou l'envie de faire le point, de chercher à savoir ce qu'on réalise, si on se réalise. Et un jour, propulsé hors du métro à la Défense par une marée de costumes sombres qui s'éparpillent sur le parvis, surgit une question. Mais qu'est-ce que je fous là? Et cette question, je n'ai pas été la seule à me la poser. Lors de mon stage en conseil, j'étais encadrée par un senior, un diplômé de Centrale Supélec, le consultant parfait. Toujours impeccable, très à l'aise en présentation, confiant, sûr de lui. Il avait compris combien la forme influe sur la perception qu'on a du fond, et il était extrêmement pointilleux. Je me souviens de nos reprises de présentation où il traquait le moindre double espace, la marge de 5 mm plus grande sur une slide. 1 an après mon stage, je reçois un message sur LinkedIn de sa part. Je m'attendais à ce qu'il m'annonce qu'il était devenu manager. Pas vraiment. Il venait de quitter le cabinet. Il remettait tout en question. Ses choix, sa carrière tracée. Il se demandait ce qu'il voulait vraiment. Et je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas voulu trop attendre pour me poser cette question. Quand je reçois ce message, je travaille dans un secteur dont j'espérais qu'il correspondrait mieux à mes attentes, la santé. J'ai travaillé 1 an et demi en alternance dans un groupe de cliniques dans le cadre d'un master de Polytechnique sur la gestion de projets innovants. J'espérais mettre l'innovation au service des patients, améliorer la prise en charge, fluidifier le parcours de soins. Mes projets se révélèrent un peu plus compliqués à mettre en œuvre, notamment parce que je travaillais au siège à Paris, loin des cliniques où se trouvaient les médecins, les patients. Cette distance crée une déconnexion. Je croyais avoir trouvé une innovation géniale, et quand je la présentais aux médecins, ils me rétorquaient qu'ils n'en avaient pas besoin. C'était extrêmement frustrant. J'avais l'impression de déployer des trésors d'énergie pour que la montagne accouche d'une souris. J'ai appris beaucoup, et notamment que le changement ne s'impose pas. Si vous voulez changer ce qui se passe, il faut aller là où ça se passe. Grâce à ces expériences,
j'ai pu définir ce que je voulais. Un engagement de terrain qui ait du sens pour moi. C'est vague. Ça peut signifier une foule de choses. Et j'en suis bien consciente alors que je parcours le forum carrière d'HEC, des CV plein les bras, étourdie par les multiples possibilités qu'offrent les dizaines de stands. Et toujours en arrière-fond, cette espèce de pression, de peur, de gâcher son potentiel. Parmi les stands, je découvre le choix de l'école. Je me souviens encore du message qui était affiché. Un jour, la réussite d'un enfant ne dépendra plus de son origine sociale. Ça me parle. Ça me parle parce que je ne peux que constater et déplorer la reproduction des inégalités dans notre système scolaire. Et en même temps, je continue de croire que l'éducation peut changer la société. Je continue de croire que l'école doit permettre de s'élever dans tous les sens du terme. Le programme propose aux diplômés de grandes écoles de s'investir dans l'éducation en s'engageant à enseigner 2 ans dans des collèges REP, ce qu'on appelait auparavant les ZEP. Et ça aussi, ça me parle. Ça me parle parce que je crois qu'à force d'avancer sur nos rails, nous créons notre bulle. Nous parlons à des personnes qui nous sont globalement similaires, sans réaliser que notre carte du monde est incomplète. Plusieurs pans de notre société vivent en parallèle et par définition ne se croisent jamais. Et je crois que cette ignorance, l'indifférence qu'elle génère, sont vraiment délétères. J'ai donc fait le choix d'être prof, pour 2 ans d'abord, pour voir, pour essayer, pour comprendre. Et c'est une expérience fabuleuse. Elle comble mon besoin de sens, mais pas seulement, parce que s'engager dans une voie qui a du sens, ça ne veut pas dire renoncer à y chercher ce qui vous plaisait ailleurs. Je parlais de stimulation intellectuelle. Être prof, loin de la routine qu'on pourrait imaginer, c'est faire face à des situations sans cesse différentes, parfois déroutantes. C'est s'adapter à ce groupe vivant qui est une classe. C'est accepter que ce qui a fonctionné hier ne marchera peut-être pas aujourd'hui. Et chaque cours est un défi. Celui de trouver, de créer, parmi les 1000 manières d'enseigner, celle qui correspond le mieux à votre objectif et à la situation présente. C'est une immense liberté dans la manière d'enseigner, mais aussi dans le contenu, dans ce que vous voulez transmettre. C'est l'occasion de coopérer, de rendre vivante cette transdisciplinarité dont on parlait. J'ai un exemple, par exemple, quand j'ai fait une séquence sur les récits héroïques, donc qui allait de l'Iliade au Seigneur des Anneaux. J'ai travaillé notamment avec ma collègue d'art plastique, et c'était génial de voir les élèves donner vie par l'écriture aux héros qu'ils avaient créés par le dessin. Être prof, c'est enseigner, mais c'est surtout apprendre. Chaque séance est une expérimentation, l'occasion d'améliorer son contenu, ses méthodes et surtout sa posture. Ma plus grande joie ne vient cependant pas de ma propre évolution, mais de celle des élèves. De la persévérance que je peux voir dans celui qui auparavant s'arrêtait à la première difficulté, de l'envie de réussir qui saisit celle qui croyait que ça ne valait même pas la peine d'essayer. Je me souviens de Mehdi, un petit bonhomme ultra provocateur, avec un énorme besoin d'attention et la fâcheuse habitude de se faire constamment exclure de cours de maths. Il avait toujours la flemme d'écrire. Dès qu'il devait écrire quelque chose, il gribouillait les premiers mots et quand je détournais le regard, fermait son cahier comme s'il avait terminé. Petit à petit, nous avancions. Il y avait des jours difficiles où il arrivait, balançait son sac sur la table, s'affalait la tête entre les bras et ne voulait rien faire. Mais nous avancions. Et lors de la rédaction finale de cette fameuse séquence sur les héros, rédaction finale qu'il s'arrangeait en général pour sécher, je le vois écrire sans discontinuer. Et quand il a fini, il me tend sa copie. 1 page et demie, où transparaît toute sa joie, tout son plaisir d'inventer, de raconter des histoires. J'étais super fière, mais surtout heureuse de voir sa fierté, son étonnement presque. Quelques mois plus tôt, il n'en s'en serait jamais cru capable. Benjamin Sanders, dans la vidéo, disait que les bons leaders ont toujours confiance dans la capacité de leur public ou des gens qui leur font face. Je ne prétends pas du tout être une bonne leader, mais je pense que cette idée de confiance, c'était la première chose à transmettre. En tant qu'enseignante, ce sont là mes plus beaux souvenirs.
Quelles sont les 2 bonnes raisons pour être prof? Je sais pas, vous n'avez pas idée? Quand mon père a à peu près accepté ma décision, c'est une devinette qu'il m'a envoyée. Donc les 2 bonnes raisons pour être prof, juillet, août. Voilà. Ouais. Bon, derrière cette tentative d'humour, il y avait une vraie peur, celle que je m'ennuie. Aucun risque. Les journées d'enseignement sont intenses. Je connaissais la fatigue qu'on ressent après une journée passée à bosser sur une due diligence, ne quittant Excel des yeux que pour avaler en vitesse le dîner que l'équipe s'est fait livrer, et tout en sachant que le lendemain matin, on devra aller présenter les résultats trop tôt aux clients. Mais j'ignorais que je serais tout aussi lessivée après une journée de cours, où une attention tous les instants est nécessaire pour garder en tête votre objectif, la manière dont vous voulez amener les élèves à l'apprentissage, tout en intégrant ce qu'il peut y avoir d'imprévu, de vivant, tout en étant pleinement présente à ce qui se passe pour chacun d'entre eux. Je parle d'intensité, je parle de fatigue. J'insiste, s'engager dans une voie qui a du sens, ça ne signifie pas embrasser un sacerdoce, se sacrifier pour une cause. Je n'ai pas eu à me rappeler constamment pourquoi j'avais fait ce choix. Quand je sors du RER et non plus du métro, entre des tours qui ne sont plus celles de la Défense mais d'une cité, au petit matin, je ne me répète pas comme un mantra, un jour la réussite d'un enfant dépendra plus de son origine sociale. Non, je suis tranquille, car cohérente. Je ne me sens plus tourmentée, mais légère. Je ne me demande plus ce que je fous là ou à quoi je sers. Peut-être que vous avez l'impression que ça sonne comme une évidence aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai 1 an de recul et de beaux souvenirs plein la tête. Ce ne fut pas un choix facile. J'avais peur. J'avais peur de gâcher mon potentiel, j'avais peur de ne pas être à la hauteur des attentes qu'on avait pour moi, que j'avais pour moi. Et c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur quand on se décide enfin, quand on prend une porte et qu'on redoute qu'elle se referme derrière nous. La proposition du choix de l'école était rassurante. 2 ans d'engagement et un accompagnement après pour réintégrer le monde normal. Sans ça, j'aurais sûrement jamais osé me lancer. Sans le choix de l'école, je n'aurais jamais été prof. Je veux dire, j'avais jamais songé à devenir enseignante. J'ai toujours été sensible aux inégalités, particulièrement aux inégalités scolaires, mais ça ne faisait juste pas partie de mon horizon. Ça n'était pas une vocation. Si vous avez un projet, un rêve, pourquoi le repousser à plus tard? Faites attention à cette logique qui voudrait qu'en sortant d'école, on sécurise un salaire, on sécurise un prestige. On devient rapidement prisonnier de cette sécurité. J'entendais et j'entends encore beaucoup de mes camarades dire « Alors, je vais faire X années dans le conseil ou la finance, je mets de l'argent de côté, je construis mon CV et après, je me consacre à tel projet qui me tient à cœur. » Pourquoi attendre? A fortiori si vous n'avez pas d'emprunt à rembourser. Il y a un vrai risque. Est-ce qu'une fois manager ou associé, vous trouverez le courage de s'aborder cette carrière solidement bâtie pour l'incertitude d'un rêve, d'une chimère qui échouera peut-être? Et si entre-temps, vous avez fondé une famille, acquis un bien, il faudra un sacré cran pour tenter le coup. Quand je parle de rêve, de projet, je ne pense pas forcément à quelque chose de complètement alternatif, au sens de radicalement différent de ce que vous envisagez ou de ce qu'on envisage pour vous. L'important, c'est de savoir pourquoi vous le faites. Mon objectif, là, ce n'est pas de vous convaincre ou de vous persuader de tous devenir enseignants, mais juste de vous pousser à vous interroger. À quoi voulez-vous œuvrer? Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi vous levez le matin? J'ai fait le choix de l'école parce que je voulais combattre le déterminisme. Et s'il m'est insupportable, c'est parce qu'avoir conscience de mes privilèges me met la pression. On m'a tout donné pour que je réussisse. J'ai le potentiel de réussir. Je dois réussir. Mais c'est quoi réussir? C'est quoi la réussite? C'est quoi ma réussite? Je crois en l'engagement. Je crois que si chacun sait pourquoi il se lève le matin, il donne le meilleur de lui-même. C'est pourquoi je ne peux que vous encourager à chercher ce qui fait sens pour vous. Et loin de vous fermer des portes, l'éventail des possibilités se révèle encore plus large. Je veux dire, regardez-moi, je suis en train de faire un TED Talk.
Je suis pas sûre que vous m'auriez invitée si j'avais continué et j'ai été devenue consultante. Vous avez cette chance. Vous avez ce pouvoir d'investir votre énergie et vos compétences au service de ce qui compte pour vous. Saisissez cette chance. Jouissez de ce pouvoir. Ouvrez votre voie, c'est comme ça que vous réaliserez votre potentiel. Et si jamais votre chemin vous ramène au collège, je serai ravie de vous y croiser. Merci beaucoup.